Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 11 avril 2019, ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Au menu cette semaine, Saint-Raymond met en valeur ses mérites régionaux et dévoile certains projets au déjeuner du maire ce mercredi matin. Pour nous en parler et d'autres sujets d'actualité raymondoise, nous accueillons en studio le maire Daniel Dion. Le centre multifonctionnel et place de l'Église à Saint-Raymond feront le bonheur des amateurs de plein air, chasse et pêche cette fin de semaine au Salon Nature Portneuf. Le porte-parole, Stéphane Monette, sera avec nous en studio. La Caisse Desjardins Saint-Raymond-Sainte-Catherine ristourne plus de 256 000 $ dans la communauté et de nouveaux guichets automatiques verront le jour sous peu. La table de concertation des aînés de Portneuf lance un projet pour contrer la maltraitance des aînés. Et sur la scène culturelle, nous parlerons entre autres de l'activité jeux vidéo rétro à la bibliothèque de Pont-Rouge. Bonne émission. L'effervescence est palpable ces jours-ci à Saint-Raymond dans plusieurs organismes voués à son développement en général et aussi à sa vie communautaire et bien sûr à la protection du centre-ville dans le contexte de la fonte des glaces dans la rivière. Plusieurs employés s'affairent à présenter la 5e édition du Salon Nature Portneuf qui débute ce vendredi 12 jusqu'à ce dimanche 14 avril, 2 semaines plus tôt que les années précédentes, dans le centre multifonctionnel de Saint-Raymond et aussi à l'extérieur, dans un chapiteau à place de l'Église. On y reviendra. C'est le championnat de hockey adulte qui se poursuit à l'Aréna de Saint-Raymond pour une 3e fin de semaine du 25 mars dernier au 20 avril prochain. C'est la populaire catégorie entreprise qui est à l'honneur cette semaine et cette fin de semaine. L'entrée à l'Aréna est gratuite. La Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond prépare son Gala Sommet 2019 qui se tiendra au centre multifonctionnel le mercredi soir, 17 avril prochain. Plus d'une 60aine d'entreprises ont soumis leur candidature dans une ou l'autre des 5 catégories en lice. La population est invitée à voter dans la catégorie populaire. Lors du dévoilement des candidats jeudi dernier, on a aussi lancé la bière, la Sommet, une blanche qui sera servie lors du gala et disponible dans les points de vente de la microbrasserie Le Roquemont. La famille syrienne est arrivée à Saint-Raymond cette semaine. Plusieurs étaient fébriles à ce moment qui se prépare depuis maintenant 3 ans, initié par le déterminé Jean-Marie Plamondon. M. Plamondon et son comité, ainsi que la municipalité, le gouvernement du Québec et du Canada, particulièrement le bureau du député de Portneuf, Jacques Cartier, Joël Godin, ont mis la main à la pâte pour répondre à toutes les exigences légales et le soutien nécessaire à la famille pour la première année. La population raymondoise a toujours bien répondu aux demandes d'aide du comité. La famille Oufane est composée du couple et de 2 filles âgées de 3 et 4 ans. Un appartement a été aménagé pour eux sur la rue Saint-Cyril, près de l'école secondaire. La station de ski Saint-Raymond a clos une saison exceptionnelle avec son ski splash en fin de semaine dernière, animé par le conseiller de la ville, Philippe Gasse. Une 60aine de participants ont tenté de traverser l'étang d'eau en ski sans tomber. Certains étaient déguisés et un a tenté de franchir l'étang d'eau avec un kayak. Nous vous présenterons plus d'images en fin d'émission. Quelques 150 personnes ont pris part au déjeuner du maire ce mercredi matin au centre multifonctionnel. Ce déjeuner annuel permet au maire, Daniel Dion,
et au directeur général François Dumont, de même qu'au commissaire industriel Richard Saint-Pierre, de faire un bilan des bons coups passés, de présenter les bons coups actuels et les principaux projets ou actions à venir. Soulignons aussi que la Ville de Saint-Raymond était présente au Salon Expo Habitat à Québec à la fin du mois de février dernier. Mais tout d'abord, comment voit-on la fonte de la neige, des glaces et le mouvement du Frasil dans la rivière Sainte-Anne au moment où on se parle, à partir des prévisions météo et des manœuvres mécaniques qui ont déjà été réalisées et qui restent à faire dans la rivière? Nous accueillons en studio le maire de Saint-Raymond, Daniel Dion. Bonsoir, M. Dion. Bonsoir, M. Merci de cette visite en studio. Ça fait plaisir. Au moment où on se parle, nous sommes le jeudi en début de soirée. Quel est l'état de la rivière Sainte-Anne? Il fait beau dehors, c'est la première fois cette semaine, Exactement. enfin. Alors, la rivière est laide par ses glaces, parce qu'il y a beaucoup de glace dans la rivière, mais quand même, par les prévisions, etc., ça s'annonce bien pour la fonte actuellement, si on regarde les 14 prochains jours, parce que ce qui est plus dangereux pour nous, c'est la fonte rapide, c'est-à-dire une température chaude, si nous arriverait des journées à 20 degrés. Et puis de la pluie, beaucoup de pluie, des 25 mm, 2 jours de suite. C'est à peu près la pire chose qui peut nous arriver. Okay. Alors là, il n'y a aucune prévision dans ce sens-là. Mais moi, j'ai peur, c'est que plus on avance dans le temps, là, on sait qu'on est en retard au printemps. Oui. Le mois d'avril, c'est en train de se passer. Quand on arrive en mai, bien là, il peut arriver des journées comme ça. Alors moi, j'aimerais ça que ça fonde un peu plus vite. Puis là, depuis 2 semaines, ça n'a pas fondu beaucoup. Je regardais cette semaine, on était à 10 degrés en bas de la normale de saison. C'était supposé d'être 7, on est à moins 3. C'est quand même spécial. Mais moi, je pense qu'on va relonger simplement le printemps et puis le début d'été, ça va être un mois plus tard. Si c'est le cas, bien, ça va fondre tranquillement. Là, nous avons fait toutes les actions mécaniques que vous avez vues, les différentes pelles et bébites qu'on appelle, ont passé dans la rivière, pelles araignées. Ce qui était moyen de faire un petit chenal qu'on a pu faire parce que c'est impossible, il y a trop de neige pour la faire à la grandeur. Il aurait fallu mettre ça sur les terrains des gens. Alors, on a fait un chenal au début, au moins, qui va s'agrandir avec la fonte et puis le soleil et tout ça. Et puis ça a été fait, finalement, entre le débarcadère et le barrage d'estacade. On a un chenal pas mal de fait. Là, lundi matin, on a cédulé l'autre grenouille qu'on appelle la pelle amphibie verte qu'on voit habituellement. Oui. Elle va partir du barrage Chutanais lundi matin, puis elle remonte. Ça, lundi matin. Ça, lundi prochain. Et elle remonte dans la rivière jusqu'à, justement, au pont de fer pour aller rejoindre tout ça. Parce que là, demain matin, si je voudrais l'avoir, la pelle amphibie en question, il n'y a pas assez d'eau dans la rivière. C'est incroyable. Oui, c'est ça. Mais il ne coule pas d'eau. C'est qu'il y a à peu près, ça prend 50 mètres cubes seconde au moins pour avoir de l'eau en dessous. Parce qu'il faut casser les glaces, il faut qu'il y ait de l'eau. Puis là, on est juste à 13, 15. Alors, c'est incroyable. Alors, moi, je prétends que justement, mardi, mercredi prochain, si la fonte qu'on annonce en fin de semaine, un peu de pluie, là, on risque d'avoir notre 50 mm, puis là, elle va bien travailler. Puis elle va pouvoir se rendre au centre-ville. Frasil, est-ce qu'on a réussi quand même à stopper pas mal au centre-ville? Oui, c'est ça. Puis finalement, qu'est-ce qu'on a fait l'autre jour? À un moment donné aussi, on a défait l'embarre. Ça a baissé la pression. Les gens ont arrêté de pomper. Mais là, en fin de semaine, il y en a qui ont commencé à repomper. Ça fait que des fois, il y a des petits bouchons qui se font des places. Mais là, il faut absolument qu'il fasse chaud. Des belles journées comme aujourd'hui, ça, c'est formidable. Il reste beaucoup de neige aussi dans le Énormément. nord. Là, ça, Énormément. Alors ça peut être... ça peut couler dans 3 semaines. On ne sait pas, parce qu'en haut, là, c'est incroyable. Les gens font de la motoneige comme si de rien n'était. Oui. Quand même, vous avez un plan d'aménagement qui est déjà établi. Oui. En fait, les travaux vont se faire dès cet été? Bien, c'est ça. Hier, justement, on était en réunion avec les chercheurs, l'Université Laval, le ministère de la Sécurité publique. On a fait une grosse réunion tout l'après-midi pour voir c'est quoi les prochaines étapes. Là, actuellement, les prochaines étapes, c'est le ministère de l'Environnement. On est en train de voir parce que ça nous prend des permis pour rejoindre la rivière. Ça fait qu'on est en train d'essayer de tout régler ça avec le ministère de l'Environnement. Les fameuses caches, les cages de bois. Vont les cages de bois, partir. et on va, le plus tôt possible. Et puis, on va faire des seuils en rocher. On sait qu'on a notre estacade flottante qui a fonctionné plus ou moins, mais en arrière de ça, on veut faire un seuil en rocher, des roches, qui va supporter notre estacade. Fait que ça va maintenir la glace en haut, le frasier plus qu'on fait actuellement. Vous maintenez quand même le projet du barrage Tembec? Bien, c'est encore les chercheurs nous ont parlé hier que pour eux autres, c'est un must. Là. Ils veulent absolument avoir ça pour être capable de... d'eau, ça pourrait... Là, on serait supposé d'avoir plus d'eau dans la rivière avec ça. On pourrait le monter d'1 mètre. Et puis, quand on arrive au printemps comme ça, qu'il commence à pleuvoir, on aurait une pelle qu'on rouvrirait, plus grande qu'on a. Puis pour évacuer des glaces qu'on n'a pas actuellement. Alors, ils tiennent, puis le ministère aussi est pas mal derrière nous. Ça fait que là, une grosse étude. Dans le montant qui a été accordé par le ministère, il y a une grosse étude pour le barrage Tembec.
à faire, qu'est-ce qu'on va faire pour l'acquérir puis le transformer. Ouais. Est-ce que ça a été satisfaisant, pas la pelle amphibie, mais le petit véhicule amphibie là, qui... Oui, non, ça c'était plus un test qu'on faisait. Ça ne nous a rien coûté. La personne voulait essayer ça sur la rivière. Ça lui a permis d'autres contrats, par contre. Oui, parce que là, tout le monde a couru après un peu. Ils ont vu ça jusqu'à Montréal. Là. Alors, je sais qu'ils étaient débordés d'appels. Mais nous, comme la glace est trop importante, il faut avoir juste 6 pouces de glace à un pied. Plus qu'il y avait 6 pouces de glace qui passait avec ça, il va pouvoir faire ça dans des rivières à Montréal, parce qu'il n'y a pas de glace, il va se promener, lui, puis il va tout casser la glace très rapidement, là, parce que c'était quand même très rapide. Une bonne idée. Oui, c'est une bonne idée. C'était amphibie, personne n'avait vu ça vraiment. Ah ouais? Et puis là, le propriétaire nous a appelé, ils ont dit qu'est-ce que vous avez fait, là, ça déborde d'appels chez nous. Oui. Parce que ça a passé à TVA, etc. Oui, exactement. Est-ce que le projet d'inventer une nouvelle machine avec les gens dans Port-Neuf? Bien, c'est encore là sur... mais encore là, cette semaine, quelqu'un est venu me voir avec une autre machine qui existe puis qui est possible. Alors moi, toutes les solutions, j'ai dit, propose-moi quelque chose. Est-ce que la Ville est prête à investir? Oui. On investit quand même des sommes importantes. Ça fait qu'on est prêt à regarder toutes les possibilités. Une autre barge là, avec une pelle qui pourrait servir de meilleure façon. Donc, on peut dire, pour les 2 prochaines semaines, il n'y a rien qui nous dit des choses. Il n'y a rien qui nous annonce, mais les prévisions sont très mauvaises. C'est ça qui est plate. C'est ça. On a demandé plus de précision au ministère, mais c'est pas... D'être plus juste. Il y a 2 semaines, ils nous ont prévu 400 mètres cubes seconde, puis on a eu 38. Pour vous donner une idée, ça fait que 400, ça aurait été un désastre. C'est sûr. Fait qu'on ne peut pas juste se fier à ça. Mais les gens, on a un système d'alerte. S'il y a un problème, on va alerter les gens. On a 800 personnes sur une liste d'appels. Alors, on les appelle et puis ils peuvent appeler aussi à la Ville, là, au poste en question. On appelle, puis on signale un poste, puis on donne les informations sur la rivière journalièrement. Ça fait que c'est important. Tout à fait. Revenons un peu sur le dernier conseil de ville lundi dernier. Oui. Il y a un grand libellé, à un moment donné, que vous avez lu sur le complexe médical La Vallée. La Ville, vous avez accepté, en fait, d'investir, si on veut. C'était 25 000? 20 000. 20 000. Mais sans toutefois, en fait, il y a une déception dans ce projet-là. C'est que on pensait au point de départ que tous les médecins s'installent. Mais c'était ça le but de l'exercice. On a essayé à un moment donné de faire un regroupement. Il y a eu des discussions entre les médecins et puis parce qu'eux autres, ils avaient décidé, est-ce qu'on rénovait la clinique actuelle? Parce qu'il y a une clinique quand même importante dans le centre-ville qui fait un bon travail. Il y a quand même 8 000 patients, alors ils sont là. Et puis, est-ce qu'on rénove celle-ci ou on en fait une nouvelle parce qu'il y avait une construction en place? Après des négociations, ils ont décidé de construire la nouvelle puis d'installer la nouvelle clinique, mais les autres médecins ne sont pas joints, alors ils ont resté dans l'ancienne. Et puis, les nouveaux sont allés dans la nouvelle. Nous, on a décidé d'investir quand même. Ce n'est pas un désavouement vers l'ancienne, loin de là, mais c'est finalement de dire qu'on a un appui aux nouveaux jeunes médecins qui s'en viennent à Saint-Raymond, puis on veut en avoir d'autres parce que ça va nous en j'estime, à 8 au moins les nouveaux médecins qu'il va falloir avoir de cours des prochaines années. Ça, c'est un bon défi. C'est un très bon défi. Du comité santé. Bien, c'est ça. Et puis, c'est ces jeunes médecins-là qui attirent des jeunes médecins aussi, là, des retours de région. Et puis, moi j'ai confiance qu'on va l'avoir dans les prochaines années. Alors, c'est ça, ce 20 000-là, pour l'organisation de la nouvelle clinique. Qui est une organisation à but non lucratif. À but non lucratif. C'est un OBNL qui gère, en fait, la clinique, qui offre tous les services possibles aux médecins pour faciliter leur tâche. Exactement. Parfait. Pavillon Chantejoie, gros projet aussi, c'est quand même 45 unités de logement. Oui, ça fait plusieurs années qu'on en parle à peu, mais est-ce qu'on travaille à ça? Parce qu'il y a des personnes âgées ici qui n'ont pas les moyens d'aller supposons, dans une grande résidence qu'on voit actuellement qui coûtent quand même assez cher. Alors, quelqu'un qui a juste sa pension, etc., il n'est pas dans la mesure d'aller dans ces résidences-là qui coûtent 2 000, 2 400 $ par couple. Là. Et puis, des choses comme ça. Ça fait que avec la SHQ, il y a un programme qui fait qu'on est capable de bâtir. C'est un peu comme les HLM. On participe beaucoup, la Ville. On demande d'investir un terrain, le raccordement, et puis il faut quasiment investir $1 million. Ça fait qu'il faut enlever les taxes pendant X années pour que ça fasse un montant d'équivalent. Ça s'est fait dans Port-Neuf, ça s'est fait à d'autres localités. Alors, c'est un organisme à but non lucratif. Au début, on disait une coop, mais c'est un OBNL qui a été formé. Et puis, c'est M. Marcotte, finalement, qui est le président. Et puis là, on a déposé, il fallait faire une lettre d'appui pour déposer notre demande immédiatement là, dans le fond de la SHQ, puis SCHL, qui était fédéral aussi, qui a des fonds pour ça. Ça fait que là, on a déposé notre demande
Et puis, mais c'est un projet à long terme, 2-3 ans. Ça pourrait se construire sur la route des Pionniers. C'est ça. On a des terrains. Bien, le terrain qu'on a acquis justement pour finalement les loisirs, infrastructures loisirs, ouais, il y aura il y a un espace espace qu'on n'a pas montré, là, mais OK. qui aurait Intergénérationnel aussi, Oui. peut-être en même temps. ça pourrait être possible. OK. Mais on a d'autres terrains aussi spotés à Saint-Raymond pour les localiser en Basse-Ville. Alors, on est en train de négocier tout ça, mais il fallait quand même avoir un endroit pour déposer notre demande. C'est là qu'on a choisi ça pour Oui. l'instant. Vous avez présenté justement au déjeuner du maire votre croquis, en fait, de terrain en arrière de Dessercom, des Oui. ambulanciers sur la route des Ce terrain que Pionniers. nous avons acquis, oui. Quand même un grand terrain. qui a 1 plusieurs 400 000 possibilités. pieds carrés, alors qu'il y en a pour se développer pendant les Alors, 20 vous les 20 souhaiteriez prochaines années. éventuellement transférer le terrain de balle, Il faut tout soccer transférer et le tout, terrain de tennis, balle, qui n'est pas assez grand, entre autres, pour avoir des tournois, nous autres, qu'on n'a pas, puis que les balles font par-dessus la clôture, puis ils vont sur les autos des résidents de l'Estacade. Alors, on a beaucoup de plaintes de ce côté-là. Il faut déménager ça. Ensuite de ça, nos terrains de soccer ne sont pas suffisants. On a 3 terrains à Saint-Raymond à la polyvalente, mais ils sont surutilisés. Et alors, on n'est même pas capable de faire pousser le gazon. Alors, on en ferait quelques-uns, on commencera à bâtir des terrains de soccer. Aussi, question de déménager nos terrains de tennis, les rapprocher plus de la ville, parce que ça va être un terrain accessible à vélo, par la piste cyclable, etc., proche de toutes les, proche de la ville. Alors, échéancier, tout ça? long. C'est-à-dire? C'est toujours à long terme parce qu'il faut aller chercher des sous. C'est impossible ben, de ça faire. prend des subventions. Ça prend des subventions. Il y a des aides gouvernementales, on en voit passer dans les journaux de temps à autre. Alors nous autres, on est en demande là-dedans. Ouais. Puis on va faire ça à long terme, mais c'est un projet pour les 10-15 prochaines années. Permis de construction, Saint-Raymond se maintient en Ouais. tête de liste de tout Port-Neuf. Vous l'avez Bon, on dit, est fiers de ça, là, quand même. C'est suite aux efforts qu'on fait, je pense. Parce que, comme je le disais un peu dans mon approche, c'est qu'on n'est pas sur le bord de l'autoroute 40. Quand tu es sur le bord de l'autoroute 40, tu fais une rue, les gens viennent là, ça devient finalement une ville dortoir, mais les gens ils ont une place. Mais ici, à Saint-Raymond, c'est quand même pas ça. C'est pas la même affaire. Ça fait que ça prend un style de vie. Les gens ils viennent pour notre style de vie à Saint-Raymond. Il y a quand même beaucoup de jeunes familles qui viennent s'établir. Alors, on est quand même les champions de Port-Neuf. C'est important de le dire. On est, en fait, c'est 10 650 Oui. maintenant Oui. au niveau La population la aussi a population a augmenté de 300 quelques. C'est beaucoup, là, parce qu'il faut penser que nous autres aussi, on a une population vieillissante. Là. Ça fait que s'ils décèdent 150 à 200 par année, quand on veut monter de 300, ça veut dire que ça prend 300-400. Avez-vous déjà fait l'exercice Saint-Raymond, si on prend tout le territoire de Saint-Raymond, quelle population serait idéale pour maintenir une bonne qualité de vie dans la nature, dans un milieu urbain, des services? On a encore énormément de place. Là. C'est parce qu'on a un très grand territoire. Là. Moi, je dis souvent, il faudra faire une densification. On appelle ça, nous autres, une densification urbaine. Oui. Ils ne veulent pas qu'on s'étale dans les rangs, mais nous, il faudra faire une densification rurale parce que, comme j'explique des fois, les gens du ministère, on est dans un rang, il y a 1 kilomètre, il y a 3 résidents. On va ramasser les poubelles, on va déneiger. Oui. On arrange la rue. On pourrait en avoir 10, quand même, sans vraiment changer le paysage, puis finalement, faire du tort aux terres, c'est des grandes terres, c'est des immenses. On pourrait aller à combien, à peu près? On pourrait-tu aller à 25 000? Ou... Bien, moi, je pense que oui. Okay. On pourrait au moins doubler notre population sans avoir de problème, parce qu'en plus, on a 2500 que j'estime de villégiateurs. Oui. Ça fait que si on prend tout ça, on est peut-être 13 000 pendant 6 mois de l'année. Alors, c'est important, il y a des lacs, il y a des gens un peu partout, mais on est capable de monter sans mettre trop de pression sur la ville. Centre de ski, 4 saisons, bientôt. Oui, on y pense. Vraiment développer la montagne. On aimerait ça, agrandir notre chalet. Puis en agrandissant notre chalet, l'organiser mieux pour l'été, qu'on puisse s'en servir l'été quand on va là, que les gens pourraient l'utiliser quand ils vont à vélo, les toilettes, etc. C'est un peu ça. Valoriser centre-ville, il y a déjà un mandat, il y a une firme qui est mandatée maintenant pour développer ou présenter un aménagement urbain. Aménagement urbain, et puis place de l'église, on veut revoir ça aussi avec tous nos partenaires. Peut-être une bibliothèque qu'on a vu justement. Une bibliothèque, c'est aussi un autre projet à long terme. Il faut revenir devant la population, c'est demandé par les jeunes familles, etc. On veut la mettre centrale encore, mais il faut pas... Il faut qu'il y ait de la place à stationner, tout ça. Aussi, on est en train de réménager tous nos stationnements. Oui, ça, c'est une problématique qu'on la signalisation. de plus en plus. OK. Fait que ça aussi, mais quand on va arriver au coin de l'hôtel de ville, ça va être marqué qu'il y en a 102 par là. Et puis, ça va être pour indiquer aux gens, parce que les gens qui ne sont pas de Saint-Raymond, les gens ils disent on arrive là, on retourne à droite, mais c'est à gauche, le stationnement. C'est pas évident, mais on s'est aperçu que c'était pas mal signalé. C'est sûr. En terminant, parc industriel numéro 2, encore de nouvelles industries qui s'installent en 2019.
Oui, oui, on en a beaucoup l'année passée, mais il va en avoir autant cette année, c'est sûr. On a des demandes actuellement. Justement, on avait une réunion cette semaine, on a accepté un nouveau dossier. Là, ça fait on y va petit à petit, mais c'est des belles entreprises. Puis comme je dis, chaque entreprise qui arrive dans le parc, c'est des nouvelles entreprises qui veulent se développer. C'est pas pour rien qu'ils s'en vont dans le parc. C'est pas parce qu'ils sont à la fin de leur évolution. Ils sont au début. Souvent, c'est des jeunes. On prend Francis Moisin, Charpente-Montmorency, eux autres, ils sont partis là, pour se développer. Ils étaient très petits, mais là, il y a un bel espace, une belle bâtisse. Ouais. Et il y aura encore bien des défis à relever aussi, entre autres la circulation au Pont-Rouge, Sainte-Catherine-Jacques-Cartier, tout ça. On aura l'occasion, bien sûr, d'en parler. C'est un autre dossier. Monsieur le maire, vous allez être au Salon Nature Port-Neuf. Oui, je vais être là demain pour finalement partir le bal. Alors, M. Daniel Dion, maire de Saint-Raymond, merci. Ça me fait plaisir. De cette visite dans le studio. Je reviendrai, merci. Par voie de communiqué, le député de Portneuf, Vincent Caron, annonce que la coopérative de solidarité Vallée-Bras-du-Nord reçoit une aide financière de 25 000 $ pour embaucher une dizaine de jeunes dans le cadre de son concept de réinsertion sociale et de travail. Depuis 2002, la coopérative embauche une dizaine de jeunes âgés de 15 à 30 ans de la région de Portneuf aux prises avec certaines problématiques de vie. Durant près de 6 mois, ces jeunes contribuent au développement et à l'entretien des sentiers pédestres et de vélos de montagne. Cette enveloppe provient du programme Projet jeunesse locaux du secrétariat à la jeunesse et en lien avec la politique québécoise de la jeunesse 2030. 70 projets au Québec ont reçu une aide financière de ce programme. Le député Caron annonce aussi que la table de concertation des aînés de Portneuf reçoit un montant de 37 550 $ du ministère de la Famille pour un projet de prévention contre l'intimidation ou la maltraitance sous différentes formes dans Portneuf. La table de concertation des aînés entend, avec ses partenaires, développer un concept de pièce de théâtre interactive qui sera présentée à la fin de 2019 ou au début de 2020 dans 4 territoires de la MRC de Portneuf. On souhaite ainsi prévenir et contrer les actes d'intimidation ou de maltraitance, accroître l'aide aux personnes victimes, aux témoins, aux proches et aux auteurs d'actes d'intimidation, en plus de promouvoir l'aide disponible dans le milieu. L'aide financière maximale accordée par le ministère est de 40 000 $ par projet non récurrent. D'autre part, le ministère de la Santé et des Services sociaux a mis en ligne le 27 février dernier un outil de repérage des situations de maltraitance envers les personnes aînées. Cet outil s'adresse à toute personne qui prend soin ou vient en aide à une ou des personnes aînées, intervenants, partenaires du milieu communautaire ou de l'habitation, les bénévoles de l'aide à domicile, les policiers, les travailleurs de milieu et autres. Il permet de mieux repérer, en fait, des situations potentielles de maltraitance, de savoir quoi faire et comment agir avec une personne si vous êtes témoin d'une situation de maltraitance et qui peut aider à s'en sortir. Ce vendredi 12 avril et pour le week-end se déroule la 5e édition du Salon Nature Port-Neuf au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond. Un chapiteau extérieur à Place de l'Église accueillera aussi les visiteurs. Le salon ouvrira ses portes ce vendredi de 17h à 21h, samedi de 10h à 17h et dimanche de 10h à 16h. La programmation complète est disponible sur le site web du Salon Nature Port-Neuf. On en retrouve pour tous les goûts. Le porte-parole de l'événement est un professionnel particulièrement de la chasse, mais aussi de la pêche et du piégeage. Il a fondé une entreprise familiale qui produit et vend des leurres pour la chasse et la pêche à travers le Québec, l'Ontario et aussi ailleurs. Il a écrit plusieurs livres sur le sujet. Il est chroniqueur dans bien des médias, écrits et électroniques. Nous accueillons avec plaisir en studio Stéphane Monette. Bonsoir Stéphane. Bonsoir, ça va bien? Ben oui, merci pour cette visite annuelle. Ben non, c'est un devoir de venir vous voir toutes les années, c'est sûr. Stéphane, avec la neige qu'on a dans les forêts, dans le bois actuellement, comment se comportent nos animaux? Ben, c'est pas évident. Pas un hiver facile. Je charge justement du bois. Présentement, tout dépendant des secteurs, comme ici, le chevreuil, c'est très difficile pour lui. Les orignaux, c'est un peu moins pire. On peut s'apercevoir qu'à cause de leurs grands pattes, ils réussissent à bien voyager. Okay. Mais le chevreuil, on s'attend que ça va être catastrophique. On a déjà plusieurs carcasses de trouver. Moi, je viens des Laurentides.
Puis déjà, dans les Laurentides, on a plusieurs carcasses de trouver. Fait que c'est pas vraiment un bon hiver. Donc, il va falloir s'ajuster là, quand le printemps va arriver pour voir comment est-ce que ça va être. Oui. Les chevreuils meurent de faim ou pris Bien, dans la souvent, neige, le problème, c'est d'épuisement. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que le printemps est tellement important dans le changement physionomique de l'animal. C'est que l'animal, à ce temps-ci, son estomac, parce qu'en hiver, l'estomac ralentit. Donc, il n'a pas besoin de beaucoup manger, il dépense moins d'énergie, ça va bien. Mais quand le printemps arrive, tout le métabolisme se met à repartir, puis ils ont besoin de manger. Et là, malheureusement, il y a trop de neige. Ben oui. Fait qu'ils n'ont pas accès au broutage, ils n'ont pas accès au gazon, ils n'ont pas accès à toutes les feuilles qui pourraient sortir au printemps. Fait que c'est là que le problème arrive. Souvent, c'est les grands mâles qui vont décéder parce qu'ils ont tellement travaillé fort pour l'accouplement à l'automne que là, ça les rattrape au printemps. Puis naturellement, les petits bébés de l'année passée, bien, eux autres aussi ont beaucoup de misère. Fait que c'est pas vraiment... On commence à regarder que le pattern est pas mal le même que 2007-2008. OK. Fait que là, bon, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Est-ce que les chevreuils sont plus vulnérables aux loups, j'imagine, aux prédateurs? Absolument, absolument. Aussi, Mais le problème, c'est que quand ils sont dans les ravages, ils ont tous tapé leur trail puis ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Mais là, il y a encore tellement de neige qu'aussitôt qu'ils sortent, ils vont rester pris. Puis c'est facile pour les coyotes, surtout les coyotes. Le loup, c'est un moins grand problème. OK. Mais surtout pour le coyote, lui qui peut marcher sur la croûte. Ben oui. Ça Pour lui, facilite la chasse. facile la lui. chasse. Puis souvent, le coyote aime ça se pratiquer à chasser. Fait que ça ne veut pas dire qu'il va prendre tout de suite toute la nourriture qu'il a à prendre sur un gibier, contrairement au loup. Fait qu'il va se pratiquer à chasser, donc il va tuer pour tuer. Puis c'est là qu'il fait beaucoup de mal au troupeau dans ce cas-là. C'est ça qui arrive dans ce temps-là. L'ours, comment est-ce qu'on porte? Ah, bien lui qui est correct. Lui, il dort encore. Là. Lui, il regarde, il ouvre la fenêtre, il y a un gros trou de neige, il referme la fenêtre puis il attend OK. que ça parte. Ah oui, OK. Malgré qu'on en a. Même qu'on c'est a la vu- chaleur qui... Oui, bien là, qui arrive. il commence quand même à regarder au-dessus des sortir de leur tanière, mais l'ours, c'est pas problématique, vraiment pas problématique. OK. Il va juste attendre. C'est sûr que si la neige part pas, bien, là, il peut avoir un problème avec les petits bébés. Les femelles faut qu'ils mangent pour pouvoir donner un lait qui est bon pour les jeunes. Fait que tu sais, tout se rattrape. Mais là, je suis pas tellement inquiet. Je suis vraiment inquiet pour le chevreuil dans ce cas-là, c'est sûr. Ouais. Puis l'orignal, même ce qu'on avait rarement vu, en Gaspésie, ils ont eu beaucoup de neige. Puis même, on commence à avoir des mortalités d'orignal, ce qu'on voit rarement. OK. Fait que c'est une bonne hiver. C'est un hiver qui n'est pas facile pour la faune. Si je regarde le dindon sauvage, Même c'est, chose. ouais, c'est pas facile non plus. J'ai trouvé pas moins de carcasses que de chevreuil, par exemple. Mais on a trouvé quelques carcasses. Fait que c'est un hiver qui est dur pour la faune. Oui. En général, 2018, comment c'était pour la chasse au Québec? Ça a été quand même une bonne saison. On ne peut pas dire que ce n'est pas une mauvaise saison. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que beaucoup de chasseurs pensaient qu'à cause que... il y avait beaucoup d'hypothèses qui disaient que la chasse était moins facile, que le call était moins bon. On parlait, mettons, dans le cas de l'orignal, que c'était moins facile, c'était moins bon. Puis c'est drôle parce que vous me parlez de ça. On a fait des études. On a travaillé fort justement avec la réserve de Portneuf pour faire des études, pour voir à l'automne ce qui est arrivé avec les orignaux. Puis les orignaux se sont non pas arrêtés de répondre au call et non pas faire le call, mais ils ont changé leurs habitudes par rapport à la chaleur. OK. Fait que les orignaux, où est-ce que depuis des lunes, on est habitué de les retrouver dans des endroits, mettons, qu'il y a de la nourriture, ces places-là, bien, les orignaux privilégient plus les endroits frais, OK. où il y a même moins de nourriture, mais pour être à l'aise, il faut penser qu'à l'automne, ils commencent déjà à avoir le poil d'hiver qui arrive, puis tout ça. C'est sûr. Puis quand on se ramasse avec un 20, 24, 26, 30 degrés des fois, bien, ils ont besoin de se rafraîchir. Fait qu'ils vont délaisser les endroits de nourriture abondants qu'on pense d'habitude, c'est des garde-manger de fous. Puis ils vont s'en aller dans un endroit plus frais, avec un peu moins de nourriture. Puis c'est ça qui est l'erreur des chasseurs, c'est que souvent, ils restent à la même place. Puis on s'est aperçu avec les caméras de surveillance et tout, que les orignaux avaient changé de place. Fait que la nature s'adapte bien mieux que nous autres, hein, souvent. Fait que cette année- ben oui. Puis pourtant, on est plus intelligent. Ouais, mais sauf que des- on perd notre instinct. Oui, peut-être, puis nous hein, autres, c'est ça. on a souvent des routines qu'on est habitué de faire parce C'est qu'année ça. après année, ça allait bien. Ouais, Fait que les animaux, eux autres, ils comprennent plus vite que nous autres, bien souvent, dans ces affaires-là. Donc, ça oblige à changer sa stratégie de Absolument. chasse. Là, Stratégie pour de nous chasse, autres. façon de chasser, la façon de prospecter aussi change. Fait que j'ai hâte de voir cette année, là, quand on a découvert ça avec les caméras, on s'est dit, ah, ben tabarouette, gardons ça, comment est-ce que c'est? Puis même nous autres, on a quasiment passé à côté. On a tiré notre épingle du jeu, Ben oui, ben oui. mais on a quand même passé proche à côté. Fait que là, cette année, ben, on va être plus rigoureux. On va beaucoup plus s'adapter à la température. Oui. On pensait pas que la température pouvait jouer tant que ça. On pensait plus qu'il y avait des changements. Mais en fin de compte, c'est vraiment, s'il y a trop de chaleur, ils vont changer leurs habitudes Ouais, c'est carrément pour voir qu'est-ce qui va arriver. Fait que c'est... Et malheureusement, les scientifiques sont plus ou moins positifs ou Sont- optimistes par rapport au changement de climat. là. Oui, puis on voit, puis bizarrement, on a des hivers plus froids. En tout cas, cette année, je ne sais pas dans votre coin ici, mais moi, Ouais, dans la ouais, région ouais, de Laurentides, il a fait froid, ouais. de la neige. Ouais. On s'aperçoit qu'il y a des redoux souvent,
mais tout de suite avec du froid. Fait que ça change vraiment l'aspect de la nature, plus de croûte, plus de... Fait que je ne sais pas comment... Je suis pas inquiet pour la nature parce qu'elle va s'adapter. Ouais. C'est plus nous autres que c'est dur pour le moral, puis on espérerait plus là, faire le gazon que pelleter la neige qu'on a encore sur les terrains. Oui. Stéphane, vous êtes encore le porte-parole justement du Salon Nature Portneuf cette année. Vous allez donner des conférences dans votre kiosque aussi lors du salon. Quel thème vous développez comme conférence cette année? Cette année, on va parler plus de chasse à l'ours. Il y a un engouement pour cette chasse-là, on s'est aperçu. On a travaillé fort à promouvoir cette chasse-là. Puis là, il y a de l'engouement. Fait qu'on va parler beaucoup des techniques, les façons de les amener, comment les travailler, comment faire. Fait qu'on va parler de ça. Un peu technique de chevreuil aussi. On se permet d'avoir 2-3 conférences. Fait que tout dépendant de la clientèle qu'on va avoir. Mais principalement, on va parler beaucoup d'ours. Fait que cette année, on va exploiter ça. Puis vous êtes tellement... Ici, la région, c'est mon endroit... Le secteur, bien, surtout la ZEC. C'est effrayant. Puis c'est mon endroit de prédilection. Ça fait quasiment 15 ans, moi, je chasse ici. Fait que je vais pouvoir vous parler en masse de votre région puis comment on la chasse. On chasse comment, l'ours, en général? Bien, souvent par empâtage. C'est la meilleure façon de pouvoir les amener parce que la forêt est tellement dense. On a déjà fait des tests sur la pelle. Ça, c'est les petits ours bruns, le petit. Oui, bien non, il y a des trophées. Mais par l'empâtage, en leur mettant de la nourriture, on réussit à les amener. On a déjà essayé la pelle, mais la forêt est tellement dense dans la région que les ours, on les voit pas. On les entend venir, mais on n'est pas capable de les voir. Fait que ça prend du visuel. Fait que la meilleure façon reste encore l'empâtage, de mettre de la nourriture. Des leurres? On met des leurres, on va mettre des leurres. On va travailler. Curieusement, on s'est aperçu que les phéromones sexuels étaient très excellents pour sortir les gros mâles qui étaient plus méfiants. Fait qu'avec tout un setup, c'est ça qu'on va parler un peu dans la conférence, c'est qu'avec tout un setup, de bien faire un set d'empâtage, de mettre les bonnes odeurs, travailler, mettons, avec des odeurs de castor, ces choses-là, puis qu'après ça, on peut réincorporer des leurres comme des phéromones de femelles en chaleur, bien, c'est une bonne combinaison pour sortir des mâles matures. Je vous dis, depuis les 5 dernières années dans la région, on va toucher du bois, là, vous dire que ça va bien aller tout le temps, mais on réussit à sortir des trophées à tous les ans dans la région à cause de cette technique-là. Dans la région de Portneuf, OK. Toujours. L'arme idéale? L'arc est le fun pour l'ours, mais souvent, ce qu'on fait, c'est que maintenant, vu que l'ours il est en belle quantité, on va amener ça pour la relève. Fait qu'on va privilégier dans ce temps-là les armes à feu, c'est beaucoup mieux pour être sûr qu'il y ait un coup fatal puis que tout se passe bien. Mais l'arc, l'arbalète est populaire aussi. Pour les chasseurs expérimentés, beaucoup vont le faire à l'arc et à l'arbalète. Il y en a tellement, la population d'ours est en santé, donc c'est le plaisir. On en voit Quand est-ce qu'on peut chasser l'ours? C'est au printemps. On va commencer normalement vers la fin mai. Qu'on va pouvoir commencer à les chasser, puis ça va aller jusqu'au 1er juillet. L'accouplement se fait vers la fin juin, où est-ce que là, les femelles tombent en chaleur, puis là, que les mâles vont commencer à les suivre. Fait que c'est souvent là qu'on va avoir plus de succès pour les gros mâles. Mais de la fin mai jusqu'à la fin juin, la saison est excellente. Mais là, cette année avec la neige, mais là, on va avoir un petit inconnu là-dedans. On va peut-être perdre une semaine ou deux, là, tout dépendant. Mais encore là, il annonce de la pluie, il annonce du chaud, fait que des fois, ça va vite. Là. C'est sûr. Si on regardait un petit peu le côté légal ou les permis, les droits, le gouvernement, tout ce qui tourne autour de la technocratie de la chasse, est-ce que ça va de mieux en mieux ou il y a encore beaucoup de travail? On pourrait faire une émission complète sur le registre des armes à feu, mais à part cette chose-là, ça s'en vient bien. Il faut dire qu'une fois qu'on a suivi, les associations supportent bien la relève qui arrive pour la chasse. Aller chercher les permis, c'est quand même assez facile. Fait que non, là-dessus, on a essayé de simplifier ça. On travaille conjointement avec le gouvernement pour que ça soit simple. Fait que non, là-dessus, pour la chasse, on n'a pas à se plaindre. La pêche, c'est de mieux en mieux. C'est beaucoup plus facile à aider pour la pêche que pour la chasse à cause des armes à feu. Mais on s'en vient avec des projets intéressants. On travaille beaucoup avec le gouvernement, avec des associations pour faire une relève plus forte à la chasse. Fait qu'on va avoir probablement des projets qu'on va venir vous reparler dans les prochaines années. Mais il y a de quoi de fun qui s'en vient pour ça. Mais on lâche pas. On essaye de tout le temps mettre ça simple, que ça soit le fun. Vous sentez de l'ouverture auprès du ministère? Oui, absolument. Absolument. Contrairement aux autres gouvernements qu'on avait avant, que c'était plus difficile, avec le nouveau gouvernement, on a un bon appui, facile d'approche, facile à parler. Fait que c'est intéressant. Oui. Peut-être en terminant, parlons un peu de votre entreprise, comment ça va, les leurres et le marché et tout. Très bien. On n'est pas dans les meilleures années parce qu'on sait que les bébés boomers sont après quitter tranquillement le domaine de la chasse et de la pêche. Fait qu'on s'aperçoit qu'il y a un certain ralentissement, mais dans notre cas, ça va très bien. La force de l'entreprise, c'est qu'on fait beaucoup de recherches, on n'arrête pas d'innover, on n'arrête pas d'avancer. Fait que ça nous permet tout le temps de garder la pôle en avant de la compétition, puis voir comment est-ce que ça va. Puis encore là, ce que je vous parle des orignaux, c'est tout chaud, là. On commence à mettre tout ça en place. Fait que je vous parle de ça. C'est vraiment tout chaud, de les analyses qu'on fait.
autant sur toutes les cervidés. Fait que non, l'entreprise va très bien. C'est toujours familial avec les parents, ma soeur qui est là-dedans, les enfants qui nous suivent. Fait que c'est le fun, c'est une belle entreprise. On est chanceux de pouvoir faire ça, de se lever et de travailler dans sa passion. Bien, c'est un gros avantage. Mais non, ça va très bien. On a du plaisir à faire ça. Donc, on invite les gens à participer au Salon Nature Portneuf. Vos conférences se donnent... On en a 2 par jour. On en a une le matin, une l'avant-midi, une l'après-midi. Il y a plusieurs conférenciers. J'ai Stéphane Parent qui est là comme conférencier aussi pour les leurres. On a des conférenciers sur le tir à carabine, sur la pêche. Il y en a sur les oiseaux. Il y a plein de choses intéressantes. Puis, il faut que je vous avoue, je fais beaucoup de salons à travers la province. Puis celui-là, la proximité des gens est intéressante. Donc, j'invite les gens à venir parce qu'on peut être proche d'eux autres. On est facile d'accès. Fait que ça me permet d'échanger beaucoup. Fait que venez faire un tour, c'est un beau salon. C'est gratuit. En plus, c'est gratuit, le stationnement est tout à rien. Fait que c'est vraiment le fun. Vous avez un bel avantage dans la région avec ce salon-là. Stéphane Monette, porte-parole du Salon Nature Portneuf. Merci de cette visite. Merci à vous. Merci. Et bon salon. Merci beaucoup. Les membres et dirigeants de la Caisse des Jardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine tenaient leur assemblée générale annuelle ce lundi au centre multifonctionnel Roland-Dion à Saint-Raymond. La Caisse affiche des excédents d'exploitation de 3,3 millions de dollars. Les excédents à répartir sont de 8,4 millions. L'actif augmente de 2,93 % pour atteindre 449 400 000 dollars. Le volume d'affaires de la Caisse Saint-Raymond-Sainte-Catherine se chiffre à 956 100 000 et son portefeuille de prêts est de l'ordre de 387,5 millions pour un avoir de 52,3 millions de dollars. En 2018, 205 150 dollars ont été distribués via le Fonds d'aide au développement du milieu, en plus des 51 437 dollars en dons et commandites, pour un total de 256 587 dollars. La modernisation et la numérisation des services se poursuivent chez Desjardins, dont la nouvelle carte de débit flash, qui permet de payer des montants de moins de 100 dollars sans composer son NIP. C'est son numéro d'identification personnelle. Les guichets automatiques de la Caisse seront changés sous peu et de nouvelles fonctionnalités seront possibles, dont les dépôts sans enveloppe. Écoutons une courte vidéo qui nous démontre justement les fonctionnalités des nouveaux guichets automatiques. Les nouveaux guichets automatiques Desjardins. Une toute nouvelle expérience à découvrir. Dès que vous aurez entré votre numéro d'identification personnelle, vous profiterez des plus récentes technologies et d'une navigation plus simple grâce à l'écran tactile semblable à celui d'une tablette. Par exemple, pour faire un dépôt, vous n'avez qu'à sélectionner cette opération sur l'écran, choisir le compte dans lequel vous voulez déposer votre argent, regrouper vos billets et vos chèques sans les attacher, dans n'importe quel ordre, à l'envers ou à l'endroit, et les insérer directement dans le guichet, sans enveloppe. C'est facile, pratique et parfaitement sécuritaire. Le guichet s'occupe de tout calculer pour vous, y compris les montants des chèques. Si les montants diffèrent, il est possible de les corriger ou même d'annuler votre dépôt. Si vous n'avez pas de dépôt à faire, choisissez le guichet Express. Pour les retraits, il est aussi rapide qu'un selfie. Si vous voulez mettre à jour votre livret, vous pouvez le faire à un guichet muni d'une imprimante. Choisissez le guichet qui offre les opérations que vous voulez effectuer et voyez à quel point les nouveaux guichets automatiques Desjardins sont faciles et agréables à utiliser. Les guichets de la succursale de Sainte-Catherine seront remplacés le 14 mai et ceux de Saint-Raymond le 11 juin. La Caisse populaire des Jardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine compte 16 467 membres. L'écocentre de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier devrait être opérationnel au mois de juillet prochain dans le parc industriel de Sainte-Catherine. Cet écocentre, le 6e pour la Régie régionale, aura sensiblement le même gabarit que celui de Saint-Raymond. Les citoyens de Fossambeau-sur-le-Lac, de Lac-Saint-Joseph et de Shannon pourront aussi se départir des matières non collectées en porte-à-porte en raison de leur nature ou de leur volume.
Ces matières sont essentiellement les résidus de construction, de rénovation et de démolition, ainsi que les résidus verts et les résidus domestiques dangereux, mais aussi les gros objets comme les meubles et les électroménagers. La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf gère particulièrement la collecte, la récupération et l'enfouissement des matières résiduelles de 23 municipalités, 18 de la MRC de Portneuf, 4 de la Jacques-Cartier et 1 de la MRC de Mekinac. Dans la Jacques-Cartier, le centre de la famille Valcartier accueillera le jeudi 25 avril prochain la 8e édition du Rendez-vous de l'emploi de la Jacques-Cartier. Une trentaine d'employeurs seront présents entre 15h et 19h30. Le Rendez-vous de l'emploi de la Jacques-Cartier est organisé par la SDE, la Société de développement économique de la Jacques-Cartier, Emploi Québec et la SADC de Portneuf. Les actualités culturelles après la pause. Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf, qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Le vendredi 5 avril dernier, à la Bibliothèque de Pont-Rouge, se tenait l'événement de jeux vidéo rétro. Plus de 10 consoles de jeux vidéo datant d'avant 2000 étaient à la disposition des citoyens. Des policiers de la Sûreté du Québec ont proposé un atelier sur les effets de l'alcool avec des lunettes simulant l'état d'ébriété. Les joueurs étaient invités aussi à tenter de texter et de conduire dans un jeu vidéo pour démontrer les dangers de texter au volant. C'est la deuxième fois qu'on organise ce genre d'activité. La première, à l'automne dernier, avait attiré 75 personnes. Et déjà à 16 heures ce vendredi, on avait dépassé les 75 personnes. Notre collègue Stéphane Lépine s'est entretenu avec l'initiateur du projet, Sylvain Brousseau. Comment ça vous est venu, cette idée-là? Bien, en fait, c'est que moi, je suis un gamer, je suis un joueur. C'est d'ailleurs toutes mes consoles à moi. J'aime beaucoup jouer et on cherchait différentes activités justement pour la bibliothèque parce que la bibliothèque de Pont-Rouge s'est beaucoup diversifiée au cours de la dernière année et demie à peu près. Et le jeu vidéo, c'est très culturel. On a tendance à penser parce que c'est du numérique, que c'est ordinaire, mais en fait, c'est très... Ça prend quelqu'un qui écrit une histoire, ça prend quelqu'un qui va dessiner, même si c'est à l'ordinateur, ça prend quelqu'un quand même qui crée le dessin. Ça prend quelqu'un qui fait les musiques. On a tous des musiques qui sont mythiques, qu'on se souvient. Donc, on trouvait que ça rentrait très bien dans le cadre de la bibliothèque pour attirer les gens à la bibliothèque. Et là, c'est bien beau de dire on a une idée, mais là, il faut partir à la recherche de ces jeux-là, de ces télévisions-là. Je sais que vous avez fait beaucoup de campagnes là, pour essayer d'en trouver. Hein? Bien, ce qui a été, je veux dire, heureusement qu'on a eu les gens, le public, c'est les télévisions. Parce que des télévisions, ça prend des télévisions cathodiques, des anciennes télévisions, parce que les vieilles consoles, le signal n'est pas assez fort pour les nouvelles télévisions. Donc, on a eu beaucoup de dons, des gens qui nous ont donné des petites télévisions, justement, ça nous a aidés. On a pris seulement les petites, parce qu'il faut les stocker à quelque part aussi, fait que, mais c'est ça, on a eu droit à beaucoup d'aide, beaucoup de dons de la part des gens, qui fait en sorte qu'on peut faire cet événement-là. Puis avoir justement
excusez l'expression, la shape des télévisions. C'était des télévisions qui étaient faites pour ça aussi la plupart du temps, hein? Ah oui, c'était... en fait, on essaie de ramener aussi pour les plus vieux, ceux qui ont plus mon âge, ce souvenir-là de dire, on était dans le sous-sol chez nos parents ou chez les parents d'un ami. C'était ça, c'est là-dessus qu'on jouait. C'était sur ces petites télévisions-là. Il n'y avait pas de 55 pouces à l'époque. Non, c'est ça. Puis c'était les branchements RCA, c'était ça? Hein? Bien, RCA, RF, donc c'est des branchements... c'est ça qui aujourd'hui, on s'en sert encore, mais de moins en moins, on est plus dans la HDMI. Parce que c'est ça, on s'en parlait tantôt, il y a des consoles qui existent aujourd'hui qui ont sorti les classiques, sauf qu'on est branchement HDMI, donc c'est complètement différent. Là. Ben, c'est ça, c'est des rééditions, en fait, des différentes consoles. Donc, Nintendo a fait la Nintendo originale, le Super Nintendo. PlayStation s'est essayé, malheureusement, ça a été un flop. La Sega Genesis vient d'annoncer qu'à l'automne, il en sortait une. Donc, et c'est ça, maintenant, étant donné les nouvelles télévisions, bien, les gens font des branchements HDMI, mais c'est pas la même sensation qu'avec les anciennes consoles. Donc, ici, aujourd'hui, là, pour les gens qui connaissent les noms un petit peu parce qu'ils ont vécu avec ça dans leur jeunesse, je serais assez surpris. Tu as même trouvé un Atari, hein? C'est ça qui est le fun. On a un Atari 7800, on a un Sega Master System, on a 2 Nintendo originales, donc les NES. On a 3 Super Nintendo. J'ai une Sega Genesis, on a un Sega Dreamcast, on a Nintendo 64, PlayStation 1, PlayStation 2. Donc, c'est toutes des consoles qui ont été fait avant 2000. C'était un petit peu le critère qu'on s'est donné parce qu'on voulait que les gens jouent vraiment à des choses qui ont de moins en moins à la maison. Puis c'est quoi les jeux qui accrochent les jeunes? Parce que là, on fait vraiment affaire avec des jeunes de la nuit. Bien, les gens circulent beaucoup dans les différentes consoles. C'est sûr que les jeux de combat, ça reste très, très bon. T'as le combat en arrière. Ça, c'est Dead or Alive 2. À la première édition, on avait Mortal Kombat. On vise probablement Street Fighter la prochaine fois, donc des jeux de ce type-là. Les jeux de voiture, Mario Kart, ces choses-là, mais les premières versions, donc sur Nintendo 64, c'est sûr que ça marche beaucoup. Mais c'est le fun aussi de montrer des jeux dont ils ne connaissent pas, ils n'ont aucune idée que ça existait. On a Food Fight, qui est justement sur Atari, où on lançait de la nourriture et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, c'est un jeu qui n'existe plus là, en tant que tel. Non, puis on est chanceux d'avoir trouvé les cassettes. Oui, bien, c'est ça. Je les ai gardées. C'est quoi justement parce que là, on fait affaire avec des jeunes du primaire. C'est quoi qui les a le plus surpris, que ce soit des cassettes, que ce soit... c'est les manettes. Les manettes? Les manettes, c'est étonnant le nombre de personnes, de jeunes où on lui dit non, la manette, elle va dans l'autre sens. OK. Donc, c'est aussi drôle que ça. On se disait, moi, je me disais naturellement, la croix, même sur les nouvelles manettes, est toujours à gauche, les boutons sont à droite. Mais ça fait plusieurs jeunes qu'on lui dit non, la manette, elle va dans l'autre sens. Ouais. Ça, c'est assez cocasse. C'est quand même des manettes qui sont pas très complexes par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, peut-être c'est plus facile d'apprentissage ou... Pas toujours. En fait, le fait de pas avoir beaucoup d'options, pas beaucoup de... T'as juste 2 boutons. Fait que tout se fait avec ces 2 boutons-là. Des fois, il y en a au début, c'est comme déstabilisant. Ils sont habitués à avoir une fonction pour chaque manette, pour chaque bouton, tandis que autrefois, ben, pour courir avec Mario, il fallait peser sur un, puis sauter en courant, il fallait peser sur les 2 en même temps. Bien, c'est ça. C'est amusant de les voir jouer avec ça. Ben oui. Comment ça fonctionne, justement? Parce que là, vous êtes de 1h à 21h, je pense? Oui, jusqu'à 21h ce soir. Donc, est-ce que les jeunes ont des rotations ou carrément ils peuvent jouer quand ils veulent? Ou... En fait, on a sélectionné les jeux pour qu'il y ait comme une rotation naturelle. Donc, il n'y a pas de Zelda, il n'y a pas de Final Fantasy, des jeux d'aventure qui seraient plus longs à jouer. Oui. Ceux-là, on les a pas amenés. On a déjà passé des 2 jours sur des affaires comme ça. Bien, c'est ça. Fait que, veut pas, on veut qu'il y ait une certaine rotation dans les jeux. Fait que, un jeu de hockey, quand la partie est terminée, généralement, les gens cèdent leur place. Mario, même chose. Quand on est mort, on cède sa place. Duck Hunt, même chose avec le fusil. Donc, c'est ça, on y va avec cette sélection-là pour s'assurer qu'il y a un certain roulement. C'est impressionnant aussi de voir la réponse du milieu de Pont-Rouge qui vous a donné tout ça. Hein? C'est vraiment le fun, ça aussi. Là. Bien, c'est très agréable. Puis, je pense que les gens, justement, voient que la bibliothèque se transforme. La bibliothèque, oui, il reste les livres. On a quand même une collection de 19 000 livres. Donc, on est là d'abord et avant tout pour ça.
mais l'espace est tellement beau, on peut tellement faire plein de choses dans un espace de bibliothèque, que ce soit ici ou dans n'importe quelle autre municipalité. La bibliothèque se doit d'être au cœur de la communauté, donc on attire les gens avec des activités, on les invite, et tous ces jeunes-là, ben, ils vont repartir avec un sourire aujourd'hui. Fait que la prochaine fois qu'ils vont venir à la bibliothèque, si c'est pour les livres, avec l'école ou avec leurs parents, ben, leur souvenir va être positif, donc c'est un peu ce qu'on vise aussi. Tu parles de renouveau de la bibliothèque, on parle de cette activité-là, mais il y en a sûrement d'autres. Peut-être nous donner quelques exemples? Bien, à chaque mois, on fait toujours une soirée jeux de société. Donc, on a toujours une soirée, on a une cinquantaine de personnes à peu près qui viennent, plus ou moins. On a 40 personnes qui viennent à tous les événements. On a toujours une dizaine de personnes qui viennent de façon occasionnelle. Donc, ils viennent jouer à des jeux de société. Ça, c'est régulier à chaque mois. On a au mois de mai Dodo à Biblio qui s'en vient, donc deuxième édition aussi. 20 personnes qui vont dormir à la bibliothèque, donc souvent des familles. Ils passent la nuit ici. Dans la soirée, on a des activités, des rallyes, des choses comme ça, présentation d'un film. Le lendemain matin, on leur sert à déjeuner. Par la suite, ils quittent. Mais c'est le fun parce que les gens montent des tentes pour de vrai, donc amènent leurs équipements de camping, se font des cabanes dans les rayons, donc on essaie vraiment de les faire habiter. C'est une expérience incroyable. Ben oui. Sinon, on a aussi le grand jeu de l'été. L'an passé, on avait fait le mangeur de livres, qui était dans le fond une silhouette noire, qui était l'ombre du mangeur de livres qui voulait détruire les livres jeunesse. OK. Les jeunes devaient emprunter les livres, les lire et les ramener. Chaque fois qu'ils les ramenaient, il y avait un collant qu'ils mettaient sur l'ombre. Et on a mis plus de 1000 collants pendant l'été sur... ça veut dire que c'est 1000 livres que les jeunes ont lus. Cet été, on a une autre activité, on change. On ne l'a pas encore dévoilé. Ce que je peux vous dire, c'est que les jeunes vont avoir des choix à faire. Donc, pour chacun des livres, ils vont avoir à choisir entre 2 personnages. Et d'une semaine à l'autre, les personnages vont changer certaines choses. Fait une semaine, ils vont peut-être aller avec un, l'autre semaine avec l'autre. Bref, ça sera à voir très bientôt. C'est vraiment intéressant de voir l'engouement que ça reprend la lecture auprès des jeunes. Hein? Oui, oui, oui. Et je vous dirais, toutes les activités qu'on a faites dans la dernière année ont eu un impact énorme au niveau des emprunts. Pour l'année 2018, on a eu une augmentation de 26 % par rapport à l'année 2017. Donc, 26 % des emprunts. Si on prend de ça, c'est 37 % en fait chez les adultes et 17 % chez les enfants. Donc, c'est les adultes qui sont revenus à la bibliothèque, peut-être aidés par les enfants, je ne sais pas, mais on a vraiment, ça a explosé au cours de la dernière année. On en est très, 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 très fiers. Ça se ressent, les gens, je pense, sont fiers de leur bibliothèque et ils en profitent au maximum. La dernière fois qu'on s'était parlé, il y avait des rumeurs de déménagement de la bibliothèque. Est-ce que ça s'en vient cet été? Ou... En fait, c'est pas juste des rumeurs. Je veux dire, on travaille vraiment sur un projet de nouvelle bibliothèque à Place Saint-Louis. C'est pas un secret. Au PTI, l'argent a été mis, un 800 000 donc, a été mis de côté. Donc, on travaille actuellement sur ce projet-là. Je ne peux pas en dévoiler nécessairement plus, mais je peux vous garantir que ce qu'on est en train de faire va être très, très... OK, on ne parle pas de cette année. On parle de cette année. On parle de cette année, OK. On parle probablement de cet automne. C'est sûr qu'il reste un paquet de choses à ficeler, c'est sûr et certain, mais on y travaille très, 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 très fort. J'ai hâte, en tout cas personnellement, j'ai hâte de vous montrer de quoi ça va avoir. Bon, on a bien hâte de voir ça. Merci beaucoup, Sylvain. Ça me fait plaisir. La Corporation du bassin de la Jacques-Cartier, la CBJC et la Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge invitent les amants de la nature photographes à participer à la 3e édition du concours photo de la rivière Jacques-Cartier sous le thème « La rivière Jacques-Cartier et sa faune ». Il s'agit de soumettre entre 1 et 3 photographies avant le 31 août prochain. Les photos gagnantes seront dévoilées le samedi 28 septembre à la Maison Derry. Pour les détails du concours ou soumettre une photo, vous pouvez visiter le site web www.cbjc.org. Parmi les sorties culturelles cette semaine, notons que l'auteur-compositeur-interprète Philippe Braque sera en spectacle ce vendredi 12 avril à 21h au Théâtre des Grands Bois à Saint-Casimir, 34,89 $, le billet que vous pouvez vous procurer sur lepointdevente.com. Le souper bénéfice annuel du comité Grand Port-Neuf de Canard illimité aura lieu ce samedi 13 avril à compter de 17h au Centre Anne-Hébert à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Les billets sont en vente au coût de 65 $. Grande finale de la Ligue d'improvisation de Port-Neuf, la LIP, ce samedi 13 avril sur la scène du Moulin Marcoux
À compter de 19h45, les billets sont en vente auprès des membres de la Ligue ou le soir même à l'entrée au coût de 5 $. Le bistrot du Moulin sera ouvert pour l'après-match. Souper de camp style méchoui de l'Association de chasse et pêche de la Rivière-Sainte-Anne le 13 avril à 17h à l'école Marguerite-Jouville à Saint-Raymond. Animation assurée par Stéphane Monette qu'on vient d'accueillir en studio et le DJ Guillaume Lirette. 35 $ les billets qu'on peut se procurer chez Pro Nature, la boucherie des chefs, et au Mondial. Il y aura remise des trophées des concours de chasse aux chevreuils et de pêche blanche. Le nouveau directeur artistique des dimanches en musique du Conseil du patrimoine culturel de Cap-Santé, Benoît Plourde, montrera son savoir-faire au saxophone lors d'un concert soulignant le dimanche des rameaux, en compagnie de l'organiste Nathalie Gagnon. Ça se passe ce dimanche, 14 avril, dès 14 h à l'Église. On parle d'une contribution volontaire. Les 70 choristes du chœur La Chante-Harmonie, sous la direction d'Hélène Sauvageau, présenteront le spectacle Les Où le bonheur. Ça se passe le 4 mai à 19h30 et le 5 mai à 14 h au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond. Les billets au coût de 10 $ seront en vente à la pharmacie Uniprix Picard et Simard à partir depuis, en fait, le 15 mars dernier. Le service des loisirs et de la culture de la Ville de Saint-Raymond présentera les 4 et 5 mai le spectacle du chœur Chante-Harmonie. On vient d'en parler, en fait. 10 $ par personne. Ce sont des places assignées en passant. Et c'est gratuit pour les 12 ans et moins. Et en terminant, soulignons le décès de l'accordéoniste professionnel Michel Lemelin, originaire de Québec. Michel Lemelin est très bien connu dans Portneuf et aussi ailleurs au Québec. Il est décédé dans un hôpital à Québec ce mercredi matin à l'âge de 73 ans. Michel Lemelin a enregistré plusieurs chansons et albums. Il a animé pendant plusieurs années une émission folklorique à la radio FM CKIA à Québec. Il était un musicien et professeur d'accordéon non-voyant. Il était un bon ami de notre collègue et accordéoniste Tony Vézina. Et un petit mot pour vous rappeler le Salon Nature Portneuf. Ça débute ce vendredi soir, ça se poursuit samedi et dimanche, plusieurs conférences intéressantes. On a entendu Stéphane Monette tantôt, d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent à la chasse et aussi à la pêche. Plusieurs commerçants sont sur place. Ça se passe au centre multifonctionnel, mais aussi il y aura un chapiteau qui sera érigé à place de l'église et qui permet aussi plusieurs activités. Alors, ça complète Info CJSR pour cette semaine. Merci à Stéphane Philippe, à la régie, à la caméra et au montage. Merci à Tony aussi à la caméra et au montage. Merci à Ginette pour l'accueil des invités en studio. Merci de nous suivre à chaque semaine via la télévision et aussi sur le web. On se laisse avec des images du ski splash, la dernière activité de la saison au centre de ski Saint-Raymond, suivi d'images de l'équipe des Lynx de Saint-Raymond, catégorie Midget B, qui s'est inclinée au compte de 3-1 en finale du tournoi contre les Mustangs de l'Ancienne Lorette et qui avait lieu à l'Ancienne Lorette en fin de semaine dernière. Alors, bonne semaine.
Bien caché des visages, prêt à affronter les circonstances. Et c'est parti pour le Oscar de tout à l'heure. Le show cette fois-ci.